Économie droit, module 2. La consommation, quel choix pour les ménages? Comment protéger le consommateur dans son acte d'achat? Voilà ce que nous allons aborder au cours de ce chapitre. En termes de capacité, vous serez capable de repérer les droits et les obligations du vendeur et du consommateur et de présenter les enjeux de la protection des données personnelles. Nous aborderons les notions suivantes: l'asymétrie d'information, le consommateur, le contrat de vente, les principes de la protection des données personnelles et la CNIL. Comme pour chaque activité, découvrons le contexte professionnel. Vous êtes salarié sous la responsabilité de Christophe Millet d'une entreprise spécialisée dans la vente de mobilier Meuble Tout. Christophe Millet a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière en reprenant l'entreprise familiale. Son but est de développer le magasin et d'investir dans un site internet sécurisé de manière à pouvoir vendre en ligne pour élargir sa clientèle et par ricochet, augmenter son chiffre d'affaires. Très soucieux de l'image de son magasin, Christophe Millet souhaite faire un point avec vous pour vérifier s'il respecte bien la législation en vigueur concernant la protection des consommateurs. Il vous demande donc d'effectuer une étude sur la protection du consommateur lors de son acte d'achat. Vous êtes chargé d'élaborer une note de service qui sera diffusée à l'ensemble des collaborateurs pour les sensibiliser sur cette notion de protection du consommateur. Regardons d'abord une vidéo sur l'émission de la DGCCRF. Nous surveillons la qualité des produits alimentaires, c'est pourquoi Lucille peut déguster tranquillement ses céréales et les renverser à côté de son bol. Nous avons contrôlé la conformité du casque de Benjamin, ce qui lui permet d'aller au collège bien protégé, mais pas forcément à l'heure. Nous luttons contre les clauses abusives dans les contrats et veillons à la qualité de l'information fournie aux consommateurs. Marie peut ainsi acheter en toute confiance son t-shirt, mais aussi la jupe, la veste et les chaussures assorties. Nous faisons retirer de la vente les produits jugés dangereux. Marie pourra donc acheter sans crainte une nouvelle crème solaire. Lucille peut continuer de faire du toboggan sans danger, car la DGCCRF contrôle régulièrement la sécurité des aires de jeu. Nous luttons contre les ententes sur les prix. Jean peut donc faire la lessive sans trop rétrécir son budget. Nous vérifions la composition des produits alimentaires. Les lasagnes que Marie va servir ce soir contiennent vraiment du bœuf et tous les ingrédients affichés. Nous contrôlons la sécurité des jouets, ce qui permettra à Nounours de rassurer encore longtemps Petit Paul. Analysons les termes de la problématique. Comment interroge sur la manière ou le moyen dont une action se déroule. Protéger, c'est l'action ou le fait de soustraire quelqu'un ou quelque chose à un danger, à un risque qui pourrait lui nuire. Le droit national, mais aussi européen, part du principe qu'il est nécessaire de protéger les consommateurs de certaines pratiques commerciales abusives. Cette protection est prévue par un ensemble de textes juridiques obligeant les professionnels à abonder le marché avec des produits et des services de qualité, garantissant la sécurité des consommateurs. Le consommateur, au sens juridique, c'est une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Et enfin, l'acte d'achat, c'est l'acquisition par une personne physique ou morale d'un bien ou d'un service appartenant à une autre personne physique ou morale en échange de sa valeur monétaire. L'acte d'achat se concrétise par la conclusion d'un contrat de vente oral ou écrit entre le vendeur et le consommateur. Nous pouvons ainsi reformuler la problématique de cette manière. Par quel dispositif le droit protège-t-il le consommateur lors de son acte d'achat? Mission 1.
Repérer les droits et obligations du vendeur et du consommateur. Nous sommes le 21 janvier. Christophe Millet vous demande de contacter un client dont la commande est arrivée. Ce dernier refuse de prendre livraison du bien qu'il a commandé au motif qu'il est arrivé trop tard et qu'il n'a pas été suffisamment informé sur la qualité de ce produit. Christophe Millet vous demande d'étudier le contrat conclu avec ce consommateur de 21 ans et de faire le nécessaire. Activité 1. Quelles sont les conditions de réalisation d'un contrat de vente? Document 1. Les conditions de validité des contrats. Nous allons lire un extrait de l'article 1128 du Code civil. Sont nécessaires à la validité des contrats le consentement des parties, leur capacité à contracter, avoir 18 ans et ne pas être placé sous tutelle, et un contenu licite et certain. L'objet doit exister et être légal. Par exemple, un contrat ne peut pas prévoir la vente de cocaïne. Document 2. Nous avons donc le contrat de vente qui a été conclu avec ce jeune client de 21 ans. Il faut bien le lire attentivement. Vous voyez donc qu'il ressemble au document financier que nous avons l'habitude de traiter, mais cette fois-ci, il faut le voir d'un point de vue droit juridique. Question 1. Repérez et indiquez les éléments de réalisation de ce contrat dans le tableau ci-dessous. Les parties au contrat, retrouvez qui est le vendeur, qui est le consommateur. Le contenu du contrat licite et certain. Où se situe le consentement du consommateur. Retrouvez la capacité des parties et la licéité de l'acte de vente. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, comme dans n'importe quelle facture que nous avons l'habitude d'analyser et de traiter, nous pouvons retrouver les notions de client et de fournisseur, avec les désignations et puis différentes informations concernant le prix. Mais ce qui va nous intéresser dans ce tableau, les informations que nous traitons en gestion, cette fois-ci nous les traitons et nous les interprétons d'un point de vue du droit. Les parties au contrat, le vendeur qui est notre fournisseur, c'est donc bien Meuble Tout. Il s'adresse au client Monsieur Paul Lenoir, qui lui est donc le consommateur. Le contenu du contrat est-il licite et certain? Bien sûr, puisqu'il s'agit d'un produit proposé par Meuble Tout. Nous l'avons dans le libellé, c'est un fauteuil cabriolet Gobi marron. Pas d'interdiction sur ce type de produit, le contenu ne pose donc aucun problème. A-t-on bien eu le consentement du consommateur? Eh bien oui, puisqu'il y avait une case « lu et approuvé » et il fallait qu'il signe. Et nous avons bien la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que sa signature. Il a donc bien accepté ce contrat de vente. A-t-on les capacités des parties? Oui, sauf mention contraire, les parties, dans cet exercice, sont supposées capables. C'est-à-dire que Meuble Tout a la capacité de vendre des produits. Il n'a pas d'interdiction spécifique ou particulière de ne pas vendre de manière générale et l'article fauteuil cabriolet. Le client, il n'y a aucune information qu'il est peut-être sous tutelle ou sous curatelle. Il doit donc normalement avoir la capacité juridique. Donc consommateur et vendeur sont capables. La licéité de l'acte de vente, donc est-ce qu'il est bien licite? Oui, il n'y a aucun problème à vendre un fauteuil à des parties qui sont toutes les deux capables, le contrat est donc valable.
Activité 2. Quelles sont les obligations des parties au contrat de vente? Vous recontactez votre client pour répondre à ces 2 réclamations et pour lui indiquer que le contrat doit être respecté. Document 3. Extrait des conditions générales de vente, CGV, du magasin figurant au dos du contrat. La présente vente est consentie conformément au CGV ci-dessous, dont l'acheteur déclare avoir pris connaissance et qu'il l'accepte. Grand 1. Conditions de paiement. 1.1. Toute vente devra être validée par le paiement d'un acompte au moins égal à 10% de son montant. Grand 2. Modification ou annulation de la vente. 2.2. Aucune vente ne peut être modifiée sans accord écrit de la part de l'autre partie. 2.3. Les commandes spéciales, coloris, sur mesure, ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une modification dès lors qu'elles ont reçu un début d'exécution. Grand 3. Livraison. 3.1. L'acheteur s'engage à prendre livraison du bien acheté et le cas échéant à en payer le solde restant dû. 3.2. Le vendeur s'engage à respecter le délai de livraison. Grand 4. Garantie. 4.1. La garantie légale s'applique pendant 2 ans à compter de la vente. Question. 2. En vous aidant des documents 1, 2 et 3, apportez tout d'abord une réponse justifiée à votre client concernant ces 2 réclamations. Question 3. Rappelez ensuite à votre client la définition du contrat de vente qui vous lie, ainsi que les 2 principales obligations du consommateur et du vendeur. Votre client vous indique qu'il annule le contrat. Justifiez votre position d'un point de vue légal auprès de lui. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Pour les 2 réclamations, les informations concernant la qualité du produit ont été portées par le vendeur sur le contrat de vente et acceptées par l'acheteur en termes de caractéristiques et de prix. La livraison était prévue pour le 22 janvier dans le contrat, donc le délai n'est pas dépassé puisque nous sommes encore le 21 janvier. Rappelons maintenant au client la définition du contrat de vente ainsi que nos obligations respectives. Le contrat de vente est un engagement entre les parties, d'une part nommé le vendeur, et d'autre part l'acheteur, portant sur la chose et le prix. Le vendeur s'engage à livrer la chose et à la garantir contre les vices cachés. L'acheteur s'engage à payer le prix
et prendre livraison de la chose. Pour le client qui veut annuler le contrat est valablement formé et l'annulation ne peut avoir lieu que si le vendeur l'accepte, selon les conditions générales de vente. Elles sont bien spécifiées dans l'article 2.2. Aucune vente ne peut être modifiée sans accord écrit de la part de l'autre partie. Activité 3. Quelles sont les informations à communiquer par le vendeur au consommateur? Suite aux remarques de ce client, Christophe Millet vous demande de vérifier si les contrats types utilisés par le magasin respectent bien la législation concernant l'information des consommateurs. Question 5. En vous aidant des documents 2 et 3, vérifiez si le contrat de vente utilisé par le magasin respecte bien les critères prévus par la loi en matière d'information du client. Nous avons donc une liste de critères à respecter obligatoirement et vous devez indiquer par oui ou par non s'il respecte bien la loi. Premièrement, le consommateur doit être informé de manière lisible et compréhensible par le professionnel. Ensuite, le professionnel doit lui communiquer les caractères essentiels des produits ou prestations, leur prix, ainsi que les délais de livraison ou d'exécution s'il y en a. Les prix des produits ou des services disponibles à la vente, ainsi que les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services doivent être lisibles et compréhensibles, donc visibles, exprimés en euros et toutes taxes comprises. Le professionnel doit également préciser certaines informations le concernant, identité, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, activités, etc. Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat doivent être indiquées. Les modalités prévues pour le traitement des réclamations doivent être indiquées. Et enfin, l'existence et les modalités d'exercice de garantie, légale et ou commerciale, doivent figurer. Pour chacun de ces critères, vous allez indiquer oui ou non. Et question 6, faites une proposition de modification du contrat de vente à votre responsable pour respecter la législation. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien pour cela, il faut reprendre les conditions générales de vente et le contrat de vente qui nous est proposé. On voit bien que le consommateur est informé de manière lisible et compréhensible par le professionnel. Nous avons un document recto verso qui récapitule bien sa commande ainsi que les conditions générales de vente par exemple. Le professionnel lui communique bien les caractères essentiels des produits ainsi que les délais de livraison. On a bien la désignation de l'article qu'il a commandé. Le délai est également indiqué, nous avions bien la date du 22 janvier. Les prix des produits sont bien également exprimés en euros et TTC, donc sur ce point-là, il n'y avait pas de problème concernant ce critère, nous respectons bien la loi. En revanche, concernant les informations du professionnel, il manque quelques petites informations qui font que ce critère n'est pas validé. Nous avons bien le téléphone, nous avons bien un numéro sirène, le capital, mais nous n'avons pas l'adresse postale, nous n'avons pas le courrier électronique. Ce critère n'est donc pas conforme. Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution sont bien indiquées, donc aucun problème. En revanche, pour traiter les réclamations, il n'y a aucune information.
donc ce critère non plus n'est pas conforme. Et enfin, l'existence des modalités d'exercice de garantie, oui, elles sont bien précisées dans les conditions générales de vente. Par rapport aux critères qui ne sont pas conformes, quel type de proposition de modification du contrat pouvons-nous proposer? Il faut préciser l'adresse du magasin et expliquer les conditions de traitement des réclamations. Activité 4. Quelles sont les raisons qui ont poussé le législateur à protéger le consommateur? Un stagiaire vous interrompt dans votre travail. Il souhaiterait connaître les raisons qui expliquent cette volonté de protéger le consommateur. Document 4. La notion d'asymétrie d'information entre vendeur et consommateur. L'asymétrie d'information désigne une situation dans laquelle deux agents, dans le cadre d'un échange, ne disposent pas des mêmes informations pour donner de manière libre et éclairée leur consentement. En effet, dans certaines situations, le vendeur pourrait être tenté de dissimuler certaines informations au consommateur pour l'amener à conclure. En matière de droit de la consommation, le législateur a donc prévu une obligation d'information pour le vendeur vis-à-vis des consommateurs afin de rétablir un certain équilibre dans la transaction. Document 5. L'obligation d'information du vendeur. Si vous êtes un vendeur de produits ou de services, vous devez déjà savoir qu'en tant que professionnel, une obligation d'information pèse sur vous vis-à-vis de vos clients. En effet, la loi encadre davantage les relations entre un vendeur de produits ou services, un professionnel, et son client, un consommateur profane. Le Code de la consommation et le Code civil notamment posent un ensemble d'obligations à la charge du vendeur. Cependant, en cas de litige, de nombreux points d'ombre apparaissent et il revient au juge de déterminer quelle serait la solution à adopter. C'est ainsi qu'en octobre dernier, la Cour de cassation française a rendu une décision relative à l'obligation de renseignement qui pèse sur les vendeurs. La dite décision précise bien qu'en cas de litige pour défaut d'information, il revient aux vendeurs de prouver qu'ils se sont bien acquittés de leur obligation d'information. Nous revenons ici sur la décision de la Cour. L'obligation d'information qui incombe au vendeur n'est pas spécifique à un contrat de vente. De manière générale, un vendeur a deux sortes d'obligations d'information. L'obligation précontractuelle. Le vendeur doit informer l'acheteur des caractéristiques essentielles du produit ou du service, et cette information doit figurer sur les documents précontractuels, avant le contrat donc. Par exemple, dans le domaine des assurances, des banques, ce sont toutes les informations sur les produits financiers. Et ensuite, nous avons l'obligation contractuelle d'information. Au moment de la vente, de la conclusion du contrat de vente, le vendeur a obligation d'informer son client sur les caractéristiques essentielles du bien ou service, ce qui inclut aussi de fournir les conseils d'utilisation, voire la notice d'utilisation, et des indications sur la dangerosité. C'est l'article L111-1 du Code de la consommation qui met à la charge du vendeur une obligation générale d'information du consommateur. Il est à noter que l'information n'est pas obligatoirement écrite, mais peut être faite oralement. Cette information peut se faire par le biais des étiquetages, de publicités ou encore oralement. Dans beaucoup de jugements, il a aussi été reconnu que le vendeur doit réellement informer son client des contraintes techniques du produit et de son aptitude à remplir le but recherché par le client. Ceci implique donc que le vendeur se soit informé des buts et des objectifs de son client. Question 7. À l'aide des documents 4 et 5, formulez la réponse à destination de ce stagiaire. Question 8. Précisez à votre stagiaire la notion d'obligation d'information. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes.
Correction. La réponse destinée aux stagiaires. Il arrive que dans le cadre d'une situation d'échange, les parties ne disposent pas des mêmes informations pour donner leur consentement de manière libre et éclairée. Le législateur est donc intervenu pour légiférer afin de mieux protéger le consommateur, contractant par principe le moins bien informé dans une relation de contrat de vente. Concernant la notion d'obligation d'information, la Cour de cassation a, dans un arrêt, précisé la notion d'obligation d'information. Ainsi, le vendeur doit informer l'acheteur des caractéristiques essentielles du produit ou du service, fournir les conseils d'utilisation, la notice de montage et indiquer les éventuels dangers liés au produit. Ces informations figurent généralement sur les étiquettes, les publicités, ou sont précisées dans le contrat de vente, voire oralement. Synthèse de la mission 1. Nous avons donc nos deux acteurs, le vendeur ici en orange et le consommateur en violet. Le vendeur a vis-à-vis du consommateur une obligation d'information, c'est-à-dire avant l'acte d'achat, avant la conclusion du contrat de vente. Concernant les produits ou services du vendeur, il a plusieurs obligations à respecter. Il doit décrire les caractéristiques essentielles du produit ou du service, les modalités particulières, par exemple la livraison, et bien sûr le prix en euros, toutes taxes comprises. Si les deux parties sont donc d'accord, elles vont conclure un contrat de vente. Ce document va engager le vendeur et le consommateur et va donc créer des obligations réciproques. Pour le vendeur, il a obligation notamment de livrer la chose ou d'effectuer le service et de proposer une garantie contre les vices cachés. Concernant le consommateur, il a pour obligation de payer le prix du produit ou du service qu'il a commandé et également de prendre livraison de la chose. Mission 2. Présenter les enjeux de la protection des données personnelles. Christophe Millet vous explique qu'il souhaite développer la clientèle en mettant en place un fichier qui contiendra les données personnelles des clients. Il vous missionne pour répondre à certaines de ces interrogations portant sur le Règlement général de protection des données, RGPD. Définition. RGPD. Règlement général sur la protection des données. Il encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. Ce nouveau règlement européen s'inscrit dans la continuité de la loi française Informatique et Liberté de 1978 et renforce le contrôle par les citoyens de l'utilisation qui peut être faite des données les concernant auprès de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Regardons une vidéo sur la CNIL. La CNIL, petit retour rapide sur son histoire. Aujourd'hui, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a 40 ans. Et il y a 40 ans, l'informatique, ça ressemblait plutôt à ça. Oui, bon, ce n'était que le début de l'informatisation des entreprises et des administrations. Et déjà, en 1974, le projet Safari provoquait un tollé dans l'opinion publique. Allait-on vraiment ficher tous les Français juste parce que l'informatique le permettait ? Très vite, on mit en place une commission pour garantir que le développement de l'informatique ne se réaliserait plus que dans le respect de la vie privée et des libertés individuelles. Ainsi naquit la loi informatique et liberté et l'autorité indépendante chargée de la faire appliquer, la CNIL. Désormais, tous les grands fichiers administratifs informatisés devront être soumis à la CNIL pour avoir son avis et elle le donnera. En 1981, le projet Gamin, qui devait collecter et détecter automatiquement les enfants à risque, est fermement retoqué par la CNIL. L'État devra revoir sa copie en anonymisant une partie de ses données. Puis, dans les années 90, arrive le réseau anonyme et complètement libre qui allait changer le monde. Internet. Oui, bon, pendant ce temps-là, les Français découvrent les joies du marketing et des cartes de fidélité.
Mais lorsqu'ils se mettent au e-commerce, ils laissent aux marques le soin de les ficher. Pour encadrer les pratiques, l'Europe vote une directive en 1995 qui sera un tournant pour la CNIL. Elle pourra désormais sanctionner et autoriser, ou pas, les fichiers sensibles des acteurs privés. Dans les entreprises, elle s'appuiera même sur un réseau de correspondants bienveillants, les CIL, car il n'y a pas que la sanction dans la vie. Mais après le 11 septembre 2001, les exigences sécuritaires s'emballent. Les révélations d'Edward Snowden en dévoileront les dessous. Les données personnelles des citoyens collectées par les géants d'Internet sont utilisées par des services de renseignement. Le grand public est sous le choc, le monde entier est sur écoute. En France aussi, les attentats ont bousculé les priorités. Alors, pour éviter les dérives, la CNIL demande des garanties supplémentaires à chaque nouvelle mesure de sécurité. Mais les gens ne comprennent pas toujours. Oui, bof, quand on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à cacher, hein. Hé! Ah, c'est un scandale! Aussi, la CNIL sensibilise et explique au grand public comment protéger et sécuriser ses données personnelles, même à ceux qui n'ont rien à cacher. Mais avec le numérique, mieux vaut prendre un temps d'avance. La CNIL accompagne les entreprises et les administrations dès le lancement de leurs projets. Elle inaugure son laboratoire d'innovation numérique afin d'analyser les nouveaux usages. Elle anime la réflexion sur les enjeux éthiques du numérique et elle se rapproche des autres CNIL européennes pour parler d'une seule et même voix face aux grands acteurs internationaux. Fruit de ce travail, en mai 2018, le règlement européen sur les données personnelles entrera en application. Tous les citoyens européens pourront demander le déréférencement d'une information grâce au droit à l'oubli et récupérer leurs données grâce au droit à la portabilité. Voilà, c'est vrai qu'à la CNIL, nous sommes particulièrement fiers d'avoir porté une vision de la protection de la vie privée en Europe, dans le monde et au-delà. Mais que voulez-vous, c'est juste indispensable pour que les technologies continuent à nous émerveiller. Activité 1. Quel est le but du RGPD pour une entreprise et pour le consommateur? Votre responsable s'interroge sur la portée et l'intérêt d'un tel règlement. Document 1, le RGPD. C'est un document qui est émis par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et qui comprend 3 aspects: les intérêts pour l'entreprise, les données personnelles et les intérêts pour le consommateur. Voyons-le en détail. Les intérêts pour l'entreprise. Il est indiqué que je ne collecte que les données dont j'ai vraiment besoin. Une fois que j'ai ces données, je tiens à jour la liste de mes fichiers. Ainsi, j'optimise mes investissements. Je ne me retrouve pas avec plusieurs types d'informations éparpillées, ni trop d'informations par rapport à mes réels besoins. Les données personnelles. On nous indique ici par exemple nom, prénom, sexe, âge, adresse, lycée, etc. En réalité, ces données personnelles permettent d'identifier un individu, ici par exemple Marc Pelletier. Et ces informations sont classées dans ce qu'on appelle une base de données personnelles. Par rapport au point que nous avons vu précédemment, il faut s'assurer que les données collectées servent bien l'objectif prévu. Si nous avons besoin du nom, du prénom et du mail, on les garde, mais la religion, si nous n'en avons pas besoin, nous ne la conservons pas. L'intérêt pour le consommateur, je donne les moyens aux personnes d'exercer leurs droits sur leurs données. Vous voyez ici l'individu devant son ordinateur, il peut très bien rechercher, modifier, reprendre ou dire non et supprimer les données qui le concernent. Et je mets en place un processus interne pour le traitement des demandes. Si j'ai besoin, en tant que consommateur, de chercher une information, de modifier ou de supprimer une donnée qui me concerne, l'entreprise doit pouvoir avoir à disposition du consommateur le processus permettant de réaliser l'action demandée. Question 1. Précisez si les arguments présentés sont en faveur du consommateur ou de l'entreprise. D'un côté, nous avons le RGPD améliore l'efficacité commerciale, le RGPD permet un accès à ces données personnelles,
le RGPD rassure la clientèle et le RGPD améliore la sécurité de données conservées. Vous devez donc les relier soit en tant qu'argument en faveur de l'entreprise, ou bien en argument en faveur du consommateur, et éventuellement les deux. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Eh bien, le RGPD améliore l'efficacité commerciale, ça ne concerne uniquement que l'entreprise. On a vu que ça lui permettait d'optimiser l'investissement, mais en tout cas d'avoir une relation avec le consommateur plus efficace, en ne collectant que les informations dont elle a vraiment besoin. Le RGPD permet un accès à ces données personnelles, ça concerne bien évidemment le consommateur. C'est ce que nous avons vu précédemment. Il permet de rassurer la clientèle, c'est donc en faveur de l'entreprise puisqu'elle va véhiculer une image plus rassurante vis-à-vis des consommateurs quant à l'utilisation de leurs données personnelles. Et enfin, le RGPD améliore la sécurité des données conservées, c'est aussi bien pour l'entreprise et pour le consommateur. Car l'entreprise doit garantir la sécurité des données qu'elle collecte et qu'elle conserve de ses consommateurs, mais le consommateur aussi est rassuré puisque ces données sont en sécurité grâce au RGPD et il sait qu'il peut y avoir accès et les supprimer vraiment à sa demande. Activité 2. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Question 3. Listez les données personnelles que votre responsable pourra conserver dans son fichier client, ainsi que celles qui sont sensibles, voire interdites. D'un côté, nous avons les données personnelles autorisées, et de l'autre, les données personnelles sensibles. Question 4. Indiquez-lui le nom de l'organisme en charge de vérifier la légalité de mise en place des fichiers. C'est à vous, je vous laisse quelques minutes. Correction. Les données personnelles autorisées. Le nom, l'adresse, la date de naissance, le sexe, la profession, les loisirs. Des données que l'on peut retrouver facilement sur un contrat de travail, sur votre carte d'identité, sur votre passeport, sur une carte de bus. Et souvent, ces informations sont nécessaires pour le traitement de votre commande. En revanche, les données sensibles, c'est par exemple la religion, l'orientation politique, ou syndicale, ou l'orientation sexuelle, etc. Ce genre d'informations ne sont pas nécessaires au traitement des commandes lorsque nous faisons des contrats de vente, et elles n'ont pas vocation à être conservées par les entreprises, notamment dans les actes d'achat. Question 4. L'organisme en charge de vérifier la légalité de mise en place des fichiers est donc la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté qui a été créée en 1978.
Question 5. Consultez le site de la CNIL et listez les droits dont dispose le consommateur pour maîtriser ses données personnelles. Je vous indique donc les droits dont nous disposons en tant que consommateur. Il y a notamment le droit d'accès, le droit de rectification, le droit au déréférencement, le droit d'effacement, le droit à la portabilité, le droit lié au profilage et le droit à la limitation des données. Vous pouvez vérifier cela en vous connectant directement sur le site internet de la CNIL. Synthèse de la mission 2. Nous avons donc vu que les données personnelles sont les informations privées qui concernent directement les consommateurs. Elles peuvent être de plusieurs natures. Il y a des informations qui sont autorisées et assez générales, mais il y a certaines informations qui sont sensibles. Les entreprises doivent donc tenir et mettre à jour un fichier, une base de données de ces informations qui sont collectées à notre sujet. L'avantage pour les entreprises est que cela permet d'améliorer leur gestion, ils gagnent en efficacité commerciale et cela rassure également les clients que toutes les informations ne sont pas nécessairement collectées dans le cadre de contrats de vente. Les droits du consommateur lui permettent d'accéder à ces données, de les rectifier ou de les modifier, et bien évidemment de pouvoir les supprimer. Et la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, veille au respect de ces dispositions prévues par le RGPD, le Règlement général de la protection des données. Synthèse du chapitre. Comment protéger le consommateur dans son acte d'achat ? Eh bien, nous voyons qu'il y a 3 phases dans lesquelles le consommateur est protégé. Avant l'achat, il est protégé grâce à l'obligation générale d'information du vendeur, qui doit notamment indiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix TTC en euros, les moyens de paiement acceptés, ainsi que les modalités particulières, telles que la livraison, la rétractation, le remboursement ou encore les garanties. Le consommateur est également protégé pendant l'achat. Il y a le respect des conditions générales de formation des contrats. On doit bien vérifier qu'il y a consentement libre et éclairé, capacité des 2 parties et contenu licite et certain. Ce contrat fait donc naître des obligations. Le vendeur doit notamment remettre la chose et la garantir, et quant au consommateur, il doit en payer le prix et prendre la chose. Et le consommateur est également protégé après son acte d'achat. Il y a l'obligation de la garantie légale de la chose vendue, ainsi que l'application des dispositions du RGPD concernant les données personnelles collectées au moment de la vente. Voilà donc comment nous pouvons protéger le consommateur dans son acte d'achat.